Bonsoir, 18h dans nos studios, la même heure sur toutes les pendules de nos stations régionales. Bienvenue à Sud Soir, les titres dans un court instant. La loi modifiant celle relative à l'état d'urgence et à l'état de siège adoptée en plénière par les parlementaires. Le chef de l'État a désormais les coudées franches en cas de catastrophe naturelle ou de pandémie. C'est une loi liberticide selon Nyon Long qui a déposé une lettre de protestation auprès du président de l'institution parlementaire. Les craintes et autres protestations qui fusent d'un peu partout relativement à cette loi sont fondées. Selon l'enseignant-chercheur en droit public Mohamedou Ngouda-Mboup, il est l'invité de ce 18h. Le Comité national de gestion des épidémies satisfait du dispositif mis en branle au port de Dakar pour lutter efficacement contre le Covid-19. Pandémie qui a contaminé 288 personnes, 4 malades décédés et 33 patients admis dans les services de réanimation. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal dénonce la légèreté dans la gestion de la seconde vague de ce Covid-19. Sur l'international au Burkina Faso, tenue de la première réunion du Conseil des ministres sous l'ère du second mandat du président, pas de répit. Il invite les ministres au travail. Vous aurez la correspondance de Mathia Sonda. Info Éco complète cette édition, mise en onde par Hassan Thioub. Hapsa Eliman Wan. Bonsoir et bienvenue à Sud Soir. Le Comité national de gestion des épidémies s'est rendu au port de Dakar ce lundi. C'était pour constater de visu l'efficacité du dispositif de lutte mis en branle contre le Covid-19. Il se dit satisfait de ce dispositif d'après Odile Mikilan qui a pris part à cette visite. Le port autonome de Dakar ne badine pas avec les mesures barrières. Un dispositif impressionnant qui répond au règlement sanitaire international et mis à la disposition des passagers et concessionnaires. Ibrahima Badji, haut commandant du port de Dakar. Avant que les autorités ne prennent la décision de confiner, nous avions déjà mis, le DG du port nous a instruit et on a mis un dispositif en place qui voudrait que tous les navires qui toucheront le port de Dakar nous envoient par courriel à 2 adresses. Une adresse mail de la capitainerie du port et une autre du service de contrôle sanitaire aux frontières maritimes, la liste d'équipage, la déclaration de santé, les derniers ports d'embarquement, la liste des ports d'escale. Et une fois sur rade, ils sont arraisonnés par le contrôle sanitaire aux frontières maritimes. Vous avez vu quand vous êtes arrivé au niveau de la gare, on vous a obligé à passer au niveau du tunnel. Tous ceux qui embarquent, il y a des mesures barrières qu'il faut respecter. Le dispositif mis en place a entraîné une baisse du chiffre d'affaires, explique le haut commandant du port. Ne serait-ce que le temps d'attente des navires qui pour nous une obligation, parce qu'ils doivent être contrôlés sur rade avant d'entrer au port. Ce temps d'attente, économiquement parlant, a un impact. Donc dire qu'on ne doit pas le ressentir, je pense pas. Tout le monde sentira le coup de cette pandémie. Le Comité national de gestion des épidémies se dit satisfait du dispositif trouvé au port de Dakar. À noter que le port de Dakar n'a pas encore enregistré de cas depuis l'apparition de la deuxième vague de Covid-19 selon le haut commandant. Odile Minkilan, parlons toujours de la lutte contre le Covid-19. Les médecins sont débordés. Le syndicat autonome des médecins, des pharmaciens et des chirurgiens dentistes du Sénégal dénonce la légèreté avec laquelle la seconde vague de Covid-19 est gérée, mais également la gestion désastreuse des ressources humaines par le ministre de la Santé. Le SAMES exige le respect des accords signés par l'État en 2014 et alerte son secrétaire général, Dr Yeri Camara, s'en explique au micro de Mame Diarra Da Silva. Il faut dire que, vu la physionomie de la maladie qui est marquée par un pic qui a dépassé celui de la première vague et la recrudescence des cas graves, actuellement, nous n'avons pas effectivement tous les moyens pour faire face. Et le manque de moyens est surtout en rapport avec les lits de réanimation et notamment en termes de ressources humaines et en termes d'équipement de réanimation. Et ce déficit est plus criard au niveau des régions parce qu'il faut se dire que le besoin est criard quand il s'agit de malades graves parce que chaque minute compte et puis il
il faut que la prise en charge puisse se faire dès le diagnostic et que tout soit disponible sur place. Docteur, c'est dans ce contexte que vous, médecin, vous comptez aller en grève début février. Est-ce que le moment est opportun? Bon, vous savez que la décision de la grève revient à l'État parce que nous n'avons pas décrété un mot d'ordre de grève. Nous avons déposé un préavis de grève et ce préavis est accompagné d'une plateforme revendicative qui est déposée depuis le mois de décembre 2019. Donc l'État a eu toute une année pour traiter cela. Ça n'a pas été le cas et c'est dommage. Maintenant, l'État porte la responsabilité d'une éventuelle grève parce que la plupart des motifs ont été accentués durant la période Covid où nous avions suspendu tous nos velléités de mouvement pour faire face à la maladie. Et malheureusement, l'État n'a pas reculé. Il a persisté, surtout par rapport à la gestion des ressources humaines, à faire des affectations arbitraires, à faire des nominations clientélistes, à négliger nos camarades qui sont dans le désarroi, dans la maladie, nos jeunes camarades qui sont malades, à ne pas respecter les engagements par rapport au statut des internes et des DES et à laisser carrément les menus les agents qui sont dans les régions face aux cas graves. C'était docteur Yeri Camara, le secrétaire général du SAMES. Justement, parlons de la Covid-19 avec donc cette pandémie qui a fait 288 nouveaux malades. D'après le ministère de la Santé et de l'Action sociale, les 170 sont issus de la transmission communautaire. Le point avec le directeur de la prévention, docteur El Hadj Mamadou Ndiaye. Sur 1927 tests réalisés, 288 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 14,95%. Les cas positifs sont répartis comme suit. 114 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Et il a été répertorié 174 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 11 à Mbour et à Saint-Louis, 8 à Touba, 7 à Kaolack, 6 à Liberté 6 et à Mbao, 5 aux Almadies, Diourbel, Mbacké, Mermoz et Parcelles Assainies, 4 à Dakar Plateau, Médina, Ouakam, Ouest Foire, Sacré-Cœur, Thiès, Tivaouane et Yoff, 3 à Diamniadio, Dieuppeul, Gueule Tapée, Mamelles, Mariste, Matam, Point E, Rufisque et Sicap Baobab, 2 à Amitié 2, Castor, Cité Libas-Niang, Fatick, Guédiawaye, HLM, Keur Massar, Koki et Kolda, 1 à Amitié 3, Bentali, Bop, Cité Asecna, Cité Biagui, Cité CSE, Cité Millionnaire, Dara, Derklé, Fann Résidence, Grand Dakar, HLM, Grand Yoff, Liberté 1, Linguère, Louga, Mékhé, Niary Tally, Patte d'Oie, Pikine, Sangalkam, Scat Urbam, Thiadiaye et Yara. 139 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 33 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 4 décès ont été enregistrés ce dimanche 10 janvier 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 21 533 cas ont été déclarés positifs, dont 18 357 guéris, 469 décédés et donc 2706 patients sous traitement. C'était le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Mouvement d'humeur des techniciens supérieurs en santé. Ils ont déserté leur poste dans leurs différentes structures sanitaires de Ziguinchor. Ils réclament une meilleure prise en charge dans le reclassement dans la fonction publique. Ignace Ndeye. Ils sont au total 5 dans la région, 2 néphrologues, 2 radiologues et un technicien en imagerie médicale. Très remontés contre ce qu'ils qualifient de discrimination et d'injustice dans le reclassement dans la fonction publique, ces techniciens supérieurs ont déserté leur poste dans les différents hôpitaux de Ziguinchor. Des agents de santé qui jouent pourtant un rôle primordial et déterminant dans ces structures sanitaires. Thierno Mansour Pouy, technicien supérieur en néphrologie, porte leur parole. Ce qu'on réclame, c'est facile. On demande juste d'appliquer le décret du président en 2018 qui dit que tous les administrateurs de soins doivent être classés dans la hiérarchie A2. C'est tout simplement ce qu'on attend de la fonction publique. Ne nous recrutez pas. Ces décisions-là, on ne va pas les signer et
Et on ne va pas retourner dans les postes tant qu'on n'a pas réglé ce problème-là. Parce que c'est une contradiction qui est là. Moi, je ne peux pas être infirmier, avoir mon diplôme d'infirmier, dont on les classe dans la hiérarchie B1, et avoir mon diplôme en même temps de technicien supérieur, et on me classe en B2. Donc si c'est ça, il fallait maintenir le diplôme d'infirmier. Un retrait de ces techniciens supérieurs de leur poste qui risque d'être durement ressenti dans ces structures sanitaires. Un gap terrible. Alors, ça commence même à être un gap parce qu'il y a l'autre qui est à l'hôpital de la Paix, qui a quitté comme technicien pour en anesthésie. Donc là-bas, les programmes posaient problème. Il y a 2 techniciens anesthésie réa qui assurent tous les programmes d'opération qui sont là-bas. Et même avec les 2, le travail est vraiment difficile avec les 2 agents qui sont là-bas. Maintenant, si les agents quittent, ne peuvent pas continuer leur programme opératoire. Donc ça va impacter forcément dans leur programme là-bas. Maintenant, si ces agents-là se retirent, ça posera problème. Et cette grogne des techniciens supérieurs risque de paralyser certains services dans les structures sanitaires de la région, surtout que le déficit en médecins spécialistes reste patent dans ces structures sanitaires de la région de Ziguinchor. Ignace Dey, Sud FM. Et nous reparlons de l'apparition de la grippe aviaire à Pout. La maladie est pour l'heure circonscrite. Aucun autre foyer n'a été détecté, mais les enquêtes se poursuivent pour déterminer l'origine. D'après le spécialiste en santé publique et expert avicole, Dr Amadou Gueye, avec Issagnon. Il est vrai que la grippe est apparue dans une de nos fermes, à Pout, dans la forêt de Thiès. C'est une grande ferme quand même, mais pour le moment, il y a un seul foyer, une seule ferme. Toutes les mesures conservatoires ont été prises et jusqu'à présent, on n'a pas encore déclaration de notre foyer. Nous pouvons dire que jusqu'à présent, jusqu'au moment où je vous parle, la maladie est circonscrite dans un seul foyer. Est-ce qu'il y a des inquiétudes concernant la consommation de la volaille? Alors, pas du tout, parce que le virus de la grippe aviaire ne passe pas par la voie digestive. On ne peut pas la contracter en consommant de la viande ou des produits avicoles. Donc, je rassure les consommateurs et comprenez que la viande de volaille est saine. En tout cas, le virus ne se transmet pas. Et ça, c'est une vérité scientifique. C'est pas des déclarations comme ça, c'est une vérité scientifique. Le virus H5N1 ne se transmet pas à travers la viande ni les produits d'origine avicole. Qu'est-ce qui est fait pour éviter l'apparition d'un nouveau foyer? Il y a des enquêtes épidémiologiques tout autour du foyer et ça peut aller à un rayon déterminé par l'équipe d'enquête. Ça dépend des vents, ça dépend de la période de l'année. Pour le moment, on en est là. Il y a un seul foyer, mais les enquêtes épidémiologiques sont en cours pour déterminer d'abord d'où est-ce qu'elle est venue cette maladie, où est-ce qu'elle peut aller. Et des enquêtes, c'est-à-dire des prélèvements au niveau d'un rayon de 5 km sont en train d'être réalisés. Et puis pour voir est-ce que le virus n'a pas pu entrer dans une exploitation avicole, dans un rayon de 5 km. Ensuite, on va étendre le rayon, ainsi de suite, ainsi de suite. Jusqu'à présent, au moment où je vous parle, c'est un seul foyer. Il n'est pas encore diagnostiqué de grippe aviaire dans un autre poulailler. Mais les mesures sont en train d'être menées, c'est pas encore fini. Et on prévoit une sensibilisation, une information de tous les acteurs. Sud FM. Le projet de loi modifiant la loi 69-29 du 29 avril 69 a été adopté par les députés ce lundi. Ce texte permet au chef de l'État d'avoir les coudées franches en cas de catastrophe naturelle ou de crise sanitaire. Cette loi décrète permet directement que le chef de l'État décrète directement le couvre-feu, restreindre le déplacement pour une durée d'1 mois sans passer par l'Assemblée nationale. Cette loi est liberticide et source de détournement selon la plateforme du collectif Nyon Langue qui a déposé ce lundi une lettre de protestation sur la table du président de l'Assemblée nationale, Moustapha Niasse. Nous parlons toujours de cette loi qui vient d'être adoptée. Les organisations de défense des droits de l'homme exigent le retrait du un projet de loi inopportun selon le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, Maître Hassan Diomandiaye, au téléphone avec El Hadj Malick Ndiaye. D'abord, nous ne voyons pas l'opportunité de ce projet de loi puisque les préoccupations du gouvernement sont déjà prises par la loi de 69, qui inclut l'urgence sanitaire et les catastrophes naturelles. D'autre part, le gouvernement avait la possibilité de, par la convocation de l'Assemblée nationale, de demander l'habilitation de l'Assemblée nationale pour
un délai de prorogation de l'état d'urgence, même pour 3 mois. Pourquoi alors aller vers une loi de circonstance qui mettrait l'Assemblée nationale en marge donc de la vie institutionnelle? Or, s'agissant d'atteinte aux libertés fondamentales, aux libertés publiques, il aurait fallu l'habilitation et l'encadrement de l'Assemblée nationale et subsidiairement un contrôle du pouvoir judiciaire. Donc nous estimons très grave que tous les pouvoirs soient concentrés entre les mains du seul pouvoir exécutif. Évidemment, la séparation des pouvoirs est le gage de l'effectivité des libertés fondamentales et de leur justiciabilité. Mais à partir du moment où tous les pouvoirs sont entre les mains du pouvoir exécutif, vous conviendrez du péril qui peserait sur les libertés publiques et individuelles. C'est pourquoi nous estimons que l'Assemblée nationale doit s'arroger, revendiquer ses prérogatives et dire au pouvoir exécutif que nous avons les moyens de vous habiliter en cas de nécessité et qu'il n'y a pas lieu que nous renoncions nous-mêmes à nos pouvoirs. Autrement, la séparation des pouvoirs serait vaine au Sénégal et on ne parlerait plus de société démocratique. C'était le président, donc Maître Assane Dioma Ndiaye, le président de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme. La loi 69-29 modifiée qui suscite tant de débats va prendre une dimension plus holistique sur la gestion et la prévention des catastrophes naturelles. Selon le spécialiste en gestion des risques de catastrophes Amadou Lamine Ndiaye, il s'en explique au micro de El Hadj Moussa Thiam. La loi 69-29 abrogée va intégrer une dimension importante, voire innovante pour nous, qui est la référence faite explicitement à la gestion des catastrophes, notamment naturelles. En la matière, il importe de procéder à l'analyse de cette dimension dans une perspective plus holistique. Il faut voir qu'il faut rappeler qu'à la fois au niveau mondial, à l'échelle africaine et dans l'espace communautaire de la CEDEAO, des constats factuels ont montré qu'en cas de catastrophe naturelle, les dispositions juridiques et réglementaires n'arrivent pas toujours à couvrir les besoins en réglementation auxquels les spécialistes de la réponse aux urgences. Beaucoup de pays donc sont en train de faire le même exercice et je peux citer aujourd'hui la Côte d'Ivoire. C'est à ce titre qu'au niveau mondial, un cadre de référence international de gouvernance des risques de catastrophes, notamment naturelles, a été mis en place. C'est ce qu'on appelle le cadre de Sandé qui couvre la période 2015-2030. Et je rappelle que le Sénégal avait déjà ratifié ce cadre en 2015. Donc le débat n'est pas posé aujourd'hui. Et au niveau même de l'Afrique, nous avons une stratégie régionale africaine assortie d'un plan d'action africain que dans sa priorité numéro 2 du cadre mondial, il demandait aux États de renforcer la gouvernance des risques pour mieux les gérer. La première dimension, c'est la mise en place d'un cadre politique et stratégique favorable à la réduction des risques et à la gestion des catastrophes, notamment naturelles. La deuxième dimension, il s'agit d'améliorer le cadre institutionnel de gouvernance des risques. Et la troisième dimension à laquelle on fait référence aujourd'hui, c'est l'amélioration du cadre juridique et réglementaire de réduction des risques et de gestion des catastrophes, notamment naturelles. Donc, à mon sens, la nouvelle loi constitue une suite logique de la ratification du cadre de Sandé et de la contribution à la mise en œuvre du plan d'action africain de réduction des catastrophes. Cette loi devrait être, comme je l'ai dit tantôt, analysée à travers un processus plus holistique. Au-delà même de cette loi qu'on est en train d'analyser de manière isolée, il faut rappeler que le président de la République avait déjà instruit le gouvernement à l'occasion de 2 conseils des ministres tenus respectivement en novembre 2019 et en avril 2020 d'élaborer une stratégie nationale permettant de prendre en charge les questions liées à la réduction de ces catastrophes pour adresser la dimension préventive et la dimension réponse aux catastrophes. Et aujourd'hui, je peux vous dire que toutes les ressources liées à cet exercice sont mobilisées pour élaborer la stratégie nationale et auprès des partenaires du Sénégal. C'était Amadou Lamine Ndiaye, spécialiste en gestion des risques de catastrophe, qui a passé au peigne fin la loi 69-29 modifiée qui vient d'être adoptée à l'Assemblée nationale. C'est un texte très bref qui étend les prérogatives de l'exécutif et réduit les pouvoirs de l'Assemblée nationale. Intime conviction de Mohamedou Ngouda Mboup. Il est enseignant-chercheur en droit public. Nous l'écouterons plus amplement. Il est l'invité de cette édition. Disparition de Diary Sow, Horizon sans frontières dénonce le silence des médias français. Nous écoutons son président Boubacar Seye avec Adjaratou Ndeye Mariam Ndiaye. À propos de l'affaire Diary Sow, Horizon sans frontières regrette non seulement un dossier à la traîne,
mais aussi le silence assourdissant des médias français sur cette affaire. Vu les relations séculaires et multidimensionnelles qu'il y a entre le Sénégal et la France, nous avions estimé que la presse française, dans son intégralité, devrait s'autosaisir de ce dossier pour une médiatisation en outrance en vue de sonner l'alerte maximale. La photo de Diary Sow doit être affichée dans toutes les télés et surtout aux heures d'audience pour une mobilisation nationale et transnationale. Sud International. Le premier gouvernement version deuxième mandat du président du Faso a entamé ce lundi ses activités. C'était au cours de la réunion du Conseil des ministres qui intervient au lendemain de la composition du gouvernement de 33 membres. Pas de ronde d'observation. Tous les ministres sont appelés au travail selon l'orientation du Premier ministre Christophe Dabiré. Correspondance depuis Ouagadougou, Mathieu Sonda. Pour la mise en œuvre de sa politique, le président du Faso qui entame un deuxième mandat confie l'action à 25 départements ministériels. La réconciliation, le dialogue social et la lutte contre l'insécurité sont les domaines prioritaires. La feuille de route est dressée par le Premier ministre Christophe Dabiré. Vous avez pu constater que le gouvernement est constitué de 25 départements ministériels conduits par 25 ministres, 7 ministres délégués et constitués également par une institution de mission placée auprès du président du Faso, à savoir le ministre d'État, ministre auprès du président du Faso chargé de la réconciliation nationale, ce qui fait 33 membres de gouvernement. La deuxième orientation qu'il a donnée, c'est qu'il fallait faire en sorte que le gouvernement puisse inscrire en perspective la mise en place des différentes grandes réformes pour lesquelles il a pris des engagements avec les populations, avec le peuple burkinabé. Ces réformes portent essentiellement sur la réconciliation nationale, sur la réforme foncière et immobilière, sur la réforme de l'administration territoriale de notre pays, sur également la réforme des rémunérations dans notre pays. La mise en œuvre de ces différentes réformes devrait prendre en compte deux considérations. La première, le dialogue politique et le dialogue social qui doit être perpétué avec les partenaires sociaux de notre pays pour assurer un climat social serein pendant cette période de la mise en œuvre de ces différentes réformes. La réconciliation nationale, ce refrain est chanté en longueur de journée au Faso et il revient à l'ancien chef de file de l'opposition qui détient ce portefeuille ministériel de trouver la formule pour la réalisation de cet objectif. Mathieu Somda depuis Ouagadougou pour Sud FM. Mathieu Sonda, retenez avec nous qu'il n'y a pas d'immunité collective en 2021 malgré les vaccins, annonce l'Organisation mondiale de la santé. Aux États-Unis, les démocrates déposent une résolution demandant à Mike Pence, le vice-président, de démettre Donald Trump. Et enfin, la complicité, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a affirmé aujourd'hui que les républicains mettaient en danger l'Amérique par leur complicité avec Donald Trump, qu'elle accuse d'avoir incité une insurrection meurtrière contre l'Amérique lors des violences contre le Capitole. Sud FM, l'invité du jour. Nous recevons ce lundi professeur Mohamedou Ngouda Mboup. Il est enseignant-chercheur en droit public et nous parle donc de la loi modifiant celle relative à l'état d'urgence et à l'état de siège. Il s'entretient avec El Hadj Malick Ndiaye. Mohamed Ngouda Mboup, bonjour. Vous êtes enseignant-chercheur en droit public à l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'Assemblée nationale en séance plénière ce matin, les députés vont examiner le projet de loi relatif à l'état d'urgence et à l'état de siège. Dites-nous, qu'est-ce qui va changer? Merci El Hadj Malick. Je pense que la loi quand même était attendue, il faut le dire quand même, parce que la loi de 69 qui en réalité donc applique l'article 69 de la Constitution qui fixe le régime d'état d'urgence et de l'état de siège était obsolète. Et du coup donc il fallait quand même passer par un toilettage à cet effet, parce que quand même donc le régime de l'état d'urgence que nous avons, c'est un état policier. Alors qu'aujourd'hui, l'État du Sénégal fait face à une pandémie sans précédent. Et cette pandémie sans précédent, même si elle est prise en compte dans le cadre quand même donc de cet état d'urgence quand même, cet état d'urgence qui est une urgence sanitaire nécessite un état social.
et non pas un État policier. Et c'est la raison pour laquelle donc le gouvernement a pensé donc initier cette loi pour donc modifier la loi de 69 pour permettre à ce que le gouvernement puisse intervenir de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace et beaucoup plus donc à même donc de régler les problèmes donc de pandémie ou encore une question qu'on n'a pas encore donc subi ou bien qui n'a pas encore eu lieu mais qui est prévue dans la loi, c'est-à-dire les catastrophes naturelles. Et à ce niveau, la loi donc est innovante parce que elle donc ajoute un nouveau titre 5 qui permet quand même donc de gérer les catastrophes naturelles et les pandémies. Mais par contre, au regard de la loi et au regard quand même de la brièveté des articles qui sont donc intégrés dans ce nouveau titre, il y a donc quelques difficultés et il y a donc quelques anomalies. Et je ne pense pas donc que ce soit quand même donc conforme à l'esprit et à la lettre de la Constitution, dans la mesure où, si nous sommes toujours dans le régime de l'article 69 de la Constitution, strictement, qui prévoit l'état d'urgence, on ne peut pas décréter l'état d'urgence, quelle que soit maintenant la situation, que ce soit un état d'urgence appelé sanitaire ou bien donc dans le cadre d'un état d'urgence considéré comme un état d'urgence policier. Il faudrait que le président le décrète et que quand même donc l'état d'urgence ne puisse pas dépasser 12 jours. Au-delà, il faudrait impérativement l'intervention de l'Assemblée nationale. Cela étant, la nouvelle loi qui est initiée et qui doit être votée ne prévoit pas cela. Ça veut dire tout simplement c'est une dérogation qui est appliquée, qui est appelée donc à être appliquée, c'est-à-dire que permettre au président de la République de pouvoir décréter l'état d'urgence en cas de pandémie ou bien de catastrophe naturelle au bout d'1 mois, sans passer par l'Assemblée nationale et avoir la possibilité de le renouveler, donc encore 1 mois. Et cela, pour moi, donc, porte atteinte, donc, à l'esprit, à la lettre, donc, de l'article 69 de la Constitution qui fixe ce délai à 12 jours. Alors, est-ce qu'aujourd'hui les craintes sont fondées? Effectivement, les craintes sont fondées dans la mesure où le président se renforce dans ses prérogatives et que le régime de l'état d'urgence, c'est un régime très lourd. Je dis tout le temps que l'état d'urgence, c'est un régime d'exception, ce n'est pas un régime exceptionnel. Et quand j'utilise le substantif à la place de l'adjectif, cela signifie tout simplement qu'en réalité, l'état d'urgence est dans le cadre de la légalité et que l'état d'urgence ne signifie pas que la légalité est en congé. Cela signifie tout simplement que la légalité, tout simplement, est assouplie. Mais que les autorités administratives, à commencer par le président de la République, sont soumises à la légalité, certes. Mais par contre, dans le cadre du régime d'exception, les pouvoirs publics, et notamment le président de la République et l'ensemble des membres du pouvoir exécutif, voient leurs prérogatives étendues, les libertés sont restreintes, et qu'aujourd'hui maintenant, donc, si le président renforce ces prérogatives-là, et si le président de la République cherche à se renforcer, d'autant plus que, si nous parlons de l'état d'urgence sanitaire, la première chose à voir, c'est qu'en réalité, ça doit être bien détaillé, ça doit être bien défini, les concepts et autres. Mais ce que nous avons vu, c'est un texte très bref avec la brièveté des articles. Il n'y en a que 2 quasiment. Mais au-delà de ça, quand même, donc, ce qui donc fait peur, c'est que le Parlement est court-circuité, le Parlement est contourné. Et dans une démocratie, si le Parlement ne parvient pas à contrôler l'exécutif, cela peut être dangereux dans la mesure où les concepts de catastrophe naturelle et autres, c'est des concepts valises que le gouvernement pourrait utiliser à sa guise. Donc, n'importe quelle situation pourrait être mise dans ce sac. Et voilà donc des craintes qui pourraient être dissipées lorsque les députés peut-être que donc auront donc à donc regarder la loi pour faire des amendements. Mais je pense que c'est hypothétique dans la mesure où il y a toujours donc la question de la majorité mécanique qui se pose. Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Le journal de l'économie. Bonjour. La décision relative à la conclusion de la 2e revue du programme appuyé par l'instrument de coordination de la politique économique sera effective à compter de demain mardi 12 janvier. Le Fonds monétaire international a approuvé son débat, cette 2e revue avec le Sénégal, selon le coordonnateur de la cellule communication du ministère des Finances et du Budget, Bale Prera. Le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé sans débat le programme ICPE, instrument de coordination de la politique économique qui le lie avec le Sénégal. Il faut dire que cela traduit de manière déterminante toute la confiance placée donc dans la mise en œuvre
par le Sénégal de ce programme ICPE qui lie le Sénégal avec le FMI depuis 2019. Donc cela est dû notamment à l'atteinte de tous les indicateurs qui ont été définis dans le cadre de cette collaboration. En termes de recouvrement des recettes budgétaires, les objectifs ont été atteints. En termes de dépenses publiques payées avec un rythme satisfaisant, les indicateurs quantitatifs avec la cible de déficit budgétaire qui a été respectée malgré un contexte de crise, le plancher des recettes fiscales, les instances de paiement, le plancher des dépenses sociales, l'encours de la dette publique et surtout le soutien optimal aux entreprises par l'État. Tout cela a été symbolisé par une mise en œuvre réussie du programme de résilience économique et sociale élaboré par le chef de l'État avec l'avènement de la pandémie de Covid-19. Ce programme de résilience économique et sociale a permis au Sénégal de faire face au choc très dur de cette crise sanitaire, économique et financière. Voilà ce qui a motivé cette adoption exceptionnelle, sans débat, de la 10e revue du programme lié à l'instrument de coordination de la politique économique entre le Sénégal et le FMI. Et tout cela sera consolidé dans le plan de relance que le Sénégal a adopté avec le PAP 2A, le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré qui opérationnalise le plan Sénégal émergent. Pour rappel, l'ICPE est un instrument introduit par le FMI en 2017 pour soutenir les pays qui peuvent bénéficier de l'accompagnement du fonds dans le cadre d'un programme, mais qui n'ont toutefois pas besoin d'un soutien financier de l'institution. Ce programme vise à renforcer la stabilité macroéconomique par le maintien de la viabilité des finances publiques et la gestion prudente de la dette. C'en est tout pour le journal de l'économie. 18h33 dans nos studios, c'est la fin de Sud Soir. Tout de suite, le rappel des titres. La loi modifiant celle relative à l'état d'urgence et à l'état de siège adoptée en plénière par les parlementaires, le chef de l'État a désormais les coudées franches en cas de catastrophe naturelle ou d'urgence sanitaire. C'est une loi liberticide selon Nyon Long, ce collectif qui a déposé une lettre de protestation auprès du président de l'institution parlementaire. Les craintes et protestations qui fusent d'un peu partout relativement à cette loi modifiée sont fondées. Elle renforce les pouvoir de l'exécutif selon l'enseignant-chercheur en droit public Mohamed Ngoude. Il était l'invité de ce 18h. Le Comité national de gestion des épidémies satisfait du dispositif mis en branle au port de Dakar pour lutter efficacement contre le Covid-19 pandémie qui a contaminé 288 personnes, 4 malades décédés et 33 patients admis dans les services de réanimation. Le syndicat autonome des médecins du Sénégal dénonce la légèreté dans la gestion de cette seconde vague de Covid-19 dans notre pays. Sur l'international, au Burkina Faso, tenue de la première réunion du Conseil des ministres sous l'ère du second mandat du président. Pas de répit, il invite donc les ministres au travail. C'est le Fast Track version burkinabé. Info Eco a complété cette édition mise en onde par Hassan Thioune. Merci à lui. Merci également à vous, chères auditrices et auditeurs de Sen Radio, que vous pouvez écouter à tout temps au www.sudfmsenradio.com. Nous sommes lundi et comme tous les lundis, vous avez rendez-vous à 19h avec le Desk Sport, notamment Elhaj Malingay et Elhaj Pape Ibrahima Dien pour Rétro Sport. Auparavant, retrouvez l'équipe de Sud Nutrition, Marie-Rosalie Ndiaye, Dr Bintou Chersek. Très bonne soirée.